il m'a été demandé de parler de l'impératif afrocentrique. Alors, je vais commencer par définir ce que c'est que l'afrocentricité pour qu'on soit très clair là-dessus. Et je dirais que l'afrocentricité, c'est une théorie et une pratique selon lesquelles il est impératif pour les Africains, et quand je dis Africains, j'inclus les descendants d'Africains, donc nous qui sommes dans la diaspora, nous sommes Africains, qui insistent pour que nous nous prenions comme point de référence à tout moment et dans tous les aspects de notre existence. Alors pourquoi est-ce que nous avons besoin d'afrocentricité? C'est parce qu'en gros, nous sommes décentrés par rapport à nous-mêmes, ou si vous voulez encore, nous sommes aliénés. Alors bien sûr, nous ne sommes pas physiquement asservis. Ça, nous avons mis un terme à cette histoire horrible en Haïti, ailleurs. Mais nous sommes toujours asservis mentalement. Et c'est d'autant plus dangereux que nous l'ignorons parce que nous ne voyons pas les chaînes et donc nous pensons que nous sommes libres. Mais si nous nous posons certaines questions, nous voyons rapidement qu'en fait, nous avons un problème, et c'est un problème que j'appelle un problème d'estime collective de nous-mêmes, c'est-à-dire comment est-ce que nous nous percevons. D'abord, j'ai quelques questions à ce sujet. Est-ce que nous aimons notre apparence physique? Certains diront oui, certains diront non. Le fait est cependant que nous passons beaucoup de temps, surtout nous les femmes, à essayer de changer notre apparence physique. Est-ce que nous nous apprécions en tant que noirs? Encore une fois, là, la réponse est mitigée. Est-ce que nous sentons que nous avons de la valeur en tant que noirs? Ce n'est pas évident. Est-ce que nous nous sentons motivés pour faire des choses qui bénéficieront à notre communauté noire? Encore une fois, ce n'est pas évident. Est-ce que nous sommes fiers de l'Afrique? Pas vraiment. Est-ce que nous nous focalisons sur les atouts de l'Afrique? Pas vraiment. Est-ce que nous aimons l'Afrique ou est-ce que nous aimons Haïti au point où nous serions prêts à mourir pour l'Afrique ou pour Haïti? Pas vraiment. Est-ce que nous honorons nos ancêtres? Pas vraiment. Est-ce que nous donnons à nos enfants les noms de nos ancêtres? Pas vraiment. Rarement. En fait, lorsque vous faites cela, on vous pose la question, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu as donné un nom africain à ton fils? Moi, j'ai 3 enfants, mes 3 enfants ont un nom africain et souvent, je suis sommée de m'expliquer. Pourquoi est-ce que tes enfants ne s'appellent pas Paul, Isabelle et Pierre? Pourquoi ils s'appellent Mouswele, Tamou et Kiamouya? Et je pose la question, mais pourquoi est-ce que je leur donnerais des noms français puisque je n'ai jamais rencontré de Français qui donnent des noms africains à leurs enfants? Vous voyez? Et si je produisais un Chinois et qu'il nous disait que son nom c'est Pierre le Grand, nous serions choqués. Nous penserions que le Chinois a un problème identitaire et mental. Vous voyez? Mais nous sommes tellement habitués à être en décalage par rapport à nous-mêmes que ça nous étonne même plus. En fait, ça nous paraît normal. Est-ce que nous apprenons notre histoire, l'histoire de l'Afrique, à nos enfants? Pas vraiment. Ok, donc, pour continuer, la source donc, de cette situation, du fait que nous avons une faible estime collective, cette source-là, la raison profonde, c'est ce que j'appelle, après d'autres, la suprématie raciale blanche et le racisme blanc, qui se sont livrés et qui continuent à se livrer à une propagande anti-africaine, anti-noire, féroce. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les principaux agents de cette propagande sont en fait l'école, puisque nous pouvons aller à l'école pendant 10, 12 ans sans vraiment rien apprendre de sérieux sur nous-mêmes. L'autre agence, ce sont les médias qui continuent à nous bombarder avec des images anti-africaines. Je peux vous assurer que lorsque je suis en Guadeloupe et que l'on nous montre par exemple des images d'Haïti, ce sont toujours des images extrêmement dégradantes
qui donne l'impression que tout va très mal en Haïti, que tout le monde meurt de faim en Haïti et que tout le monde n'attend qu'une chose, c'est que les bons blancs viennent les sauver. En parlant de sauver et de rédemption, il y a bien sûr aussi maintenant le christianisme qui nous présente l'image de Dieu comme celle d'un homme blanc. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? J'aime bien faire ce test. Je vous dis fermez les yeux et dites le mot Dieu et voyez ce qui se présente à vous. Et invariablement, eh bien, c'est l'image d'un blanc barbu qui se présente à nous. Évidemment, le problème, excusez-moi, ça me gêne sur le côté. Et donc, invariablement, toujours cette image du blanc, la divinité suprême, l'autorité suprême, celui même qui se substitue à notre père, à nos parents, et à qui nous devons, et devant qui nous devons nous agenouiller, que nous devons prier, que nous devons supplier, toujours ce blanc qui est là pour, soi-disant, nous sauver. Et puis nous-mêmes, bien sûr, nous sommes satanisés, puisqu'on nous dit que Satan est noir, et que l'on nous affirme que le vaudou n'est que de la sorcellerie. N'est-ce pas? Donc quand vous dites que vous pratiquez le vaudou, tout de suite, c'est toute une histoire, on vous soupçonne de toutes sortes de choses, alors qu'en fait, s'il y a une religion qui est criminelle entre toutes, c'est bien le christianisme, suivi de très près par l'islam. On n'a jamais entendu dire que des vaudouisants mettaient des bombes, n'est-ce pas, dans des avions ou mettaient des bombes dans des galeries commerciales pour tuer, n'est-ce pas, des gens qui ne leur ont rien fait. On n'a jamais entendu ça. Aucune religion africaine n'a jamais fait ça, n'est-ce pas? Et pourtant, l'on continue, n'est-ce pas, à véhiculer cette image de la religion africaine, de la spiritualité africaine comme quelque chose de négatif, de satanique. Donc, notre problème, ou le problème dans ce cas de la suprématie raciale blanche, c'est qu'en fait, notre humanité n'est toujours pas admise par les Blancs. Et que tout est littéralement mis sans dessus-dessous. Hein. Ceux qui ont subi les affres de l'esclavage sont présentés comme mauvais, méritant d'être traités comme moins que des bêtes, toujours, tandis que leurs bourreaux, cruels et inhumains, sont présentés comme des modèles d'humanité et de bonté. Vous voyez, puisque Dieu est blanc, eh bien bon, hein. Le tour est joué. Non seulement nous sommes en dehors de l'humanité, les Blancs deviennent, eux, le modèle, comme je vous dis, définitoire de bonté et d'humanité. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire? C'est imiter les Blancs, nous dit-on, pour devenir pleinement humains. Et ça se passe par le biais de deux mécanismes. Le premier, c'est le mécanisme d'universalisme, où les Blancs disent qu'en fait, tout ce qui s'applique à eux vaut pour les autres. Et l'autre mécanisme, c'est le mécanisme de l'objectivité. Je commencerai par le deuxième. Nous savons très bien que l'objectivité est impossible. Épistémologiquement, il est impossible d'être objectif. Au mieux, on peut être honnête, mais on ne peut pas être objectif parce que nous avons tous un bagage, n'est-ce pas, que nous traînons avec nous, qui est déterminé par nos circonstances particulières, y compris, n'est-ce pas, nos préjugés culturels, sociaux, etc., etc. Donc, quand les Blancs vous disent que eux, ils sont objectifs, et que ce qu'ils disent, c'est donc la vérité, nous ne devons pas les croire. Mais ils se servent de ce subterfuge, encore une fois, pour imposer leur version des faits. Le deuxième subterfuge, c'est celui d'universalisme, encore une fois, où ce qui s'applique à eux vaut pour tout le monde. Je vous donne quelques exemples. Quand ils nous parlent de musique classique, on a l'impression qu'il s'agit d'une musique universelle, n'est-ce pas? Mais quand on dit musique classique, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on voit? Chopin, Beethoven, Mozart et compagnie, Bach, donc des musiciens occidentaux européens. Je ne nie pas que ces gens-là aient du talent, ça les concerne. Hein. Je ne suis pas là pour dire qu'ils ne valent rien. Pas du tout. Mon propos, la difficulté ou mon objection ici, c'est que ce ne sont pas les seuls musiciens classiques. Il y a des musiciens classiques dans toutes les traditions, chez tous les peuples. Vous comprenez? Quand on parle de littérature classique, qu'est-ce qui vient à l'esprit? C'est soi-disant auteurs des Lumières européennes, les Voltaire, les Baudelaire, les machins et compagnie, qui, soit dit en passant, étaient tous de grands racistes, à croire, encore une fois, qu'il n'y a que les Européens qui sont capables d'écrire, de produire de grandes œuvres. Donc nous nous trouvons minimisés, nous nous trouvons marginalisés, nous nous trouvons invisibles, en fait. Nous devenons invisibles même à nos propres yeux. Puisque quand nous allons à l'école, on ne nous apprend pas, n'est-ce pas, nos propres traditions.
Il y a autre chose encore qui est très important, c'est la conception linéaire du temps et de l'évolution de l'humanité selon un modèle tracé, n'est-ce pas, par les Blancs en raison de leur soi-disant avance par rapport au reste du monde. Et donc nous sommes donc définis par rapport à eux et toujours en état de manque. Alors on nous dit que nous sommes sous-développés, on nous dit que nous sommes en voie de développement, que nous sommes émergents, ça c'est le dernier label, la dernière étiquette à la vogue. On vous parle des pays émergents, le Brésil, je sais pas quoi encore, la Russie, l'Inde, etc. Mais toujours, qu'est-ce qu'on prend comme critère pour définir? C'est l'Occident. Comme si, encore une fois, l'Occident, c'est le modèle par rapport auquel tous les autres doivent être définis. Sur le plan culturel, notre faible estime collective se manifeste par ce que j'appelle le syndrome de la validation blanche, c'est-à-dire le recours à l'expérience des Blancs pour valider la nôtre. Et donc nous avons affaire, en d'autres termes, à de l'aliénation culturelle ou encore à la dislocation, pour utiliser un terme afrocentrique, c'est-à-dire que nous vivons à travers des normes culturelles d'emprunt, ou je devrais dire plutôt d'imposition, qui ne viennent pas de nous, mais qui viennent bien sûr de l'Europe, et qui sont jugées supérieures aux nôtres. Alors je vais vous donner quelques exemples, parce que vous pouvez penser que j'exagère, mais regardons par exemple la question du nom que j'ai posée tout à l'heure. Je suis sûre qu'il y a très peu d'entre nous ici qui ne portons pas de noms occidentaux. Pourtant, nous serons les premiers à dire que non, nous ne sommes pas des Occidentaux, nous ne sommes pas des Européens, nous sommes Haïtiens, nous sommes Africains, nous sommes Guadeloupéens, et pourtant nous avons des noms d'Occidentaux et ça ne nous gêne pas plus que ça. Je parlais à une jeune fille, elle me disait, moi je suis libre d'avoir le nom que je veux. Mais non, on n'est pas libre, ça nous est imposé. Nous acceptons ça en pensant que finalement c'est universel, que les noms européens sont universels. Un autre exemple qui montre bien que nous sommes aliénés culturellement, c'est la question spirituelle. Alors qu'une fois, ça revient à l'image de ce Dieu blanc. Et je dirais que pour mon grand désespoir et mon grand chagrin, que même dans le vaudou, n'est-ce pas, nous ressentons le besoin de maintenir des images de saints blancs à l'intérieur du vaudou pour valider le vaudou. Vous voyez? C'est le syndrome de la validation blanche. Sur le plan esthétique, la beauté est blanche, n'est-ce pas? Donc, nous avons des frères, des sœurs qui cherchent à éclaircir leur peau, toujours parce que la norme, l'idéal, c'est quoi? C'est le modèle blanc. Nous nous défrisons les cheveux, nous mettons des perruques. Tout ça pour essayer, n'est-ce pas, d'émuler ce modèle-là. Sur le plan linguistique, pour parler vraiment, il faut parler une langue des Blancs, qui est présentée comme plus intelligente, plus complexe, plus civilisée que les nôtres. Sur le plan théorique, nous épousons des théories qui n'ont rien à voir avec nous. Nous sommes marxistes, nous sommes féministes, nous sommes structuralistes, post-structuralistes, nous sommes mondialistes. Tout ça, ça n'a rien à voir avec nous, ça ne vient pas de nous. Sur le plan identitaire, nous disons que nous sommes mélangés, que nous sommes à 80% ceci, à 20% cela. Nous sommes créoles, nous sommes métis, n'est-ce pas? Tout sauf africains. Même si, quand nous nous regardons dans un miroir, il est clair que... Sur le plan conceptuel, c'est pareil. Nous sommes encore en Occident. Nous parlons de développement, nous parlons de progrès. Nous parlons de droits de l'homme, de droits de la femme, de droits des animaux, de droits de l'enfant, de démocratie, de liberté, de mondialisation. Mais encore une fois, d'où viennent ces concepts-là? Ils ne viennent pas de nous, ils viennent de l'Occident. Et il y a quelque chose qui est très clair, c'est que nous qui sommes colonisés, qui sommes aliénés, nous ne pouvons pas imaginer, l'afrocentricité nous le dit, nous ne pouvons pas penser notre libération en utilisant les concepts de nos oppresseurs. C'est impossible. N'est-ce pas? La deuxième conséquence, non seulement nous sommes aliénés culturellement, mentalement, mais nous sommes aussi incapables d'occuper notre part d'espace physique et mental pleinement. Je vous donne un exemple. Depuis que je suis arrivée en Haïti, je n'entends qu'une chose, l'histoire de camp d'été. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? On parle des horaires d'été, des camps d'été, et je me suis posé, en Guadeloupe c'est pareil, hein? Je me suis posé la question, depuis quand est-ce que nous avons un été en Haïti? Voilà. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a 2 saisons en Haïti, la saison des pluies et la saison sèche. N'est-ce pas? D'où vient cette idée, cette notion de camp d'été? Je vous laisse répondre à la question vous-même, ce n'est pas très difficile vraiment.
Je suis allée le mois dernier au palais aux 365 portes, c'est ça? Construit par le roi Christophe. Et l'on nous a expliqué, le guide nous a expliqué que ce palais, qui n'est pas achevé, et quelque part c'est peut-être bien, devait avoir 4 étages. Et les 4 étages, c'était pour chaque saison. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et je me suis posé la question de savoir ce qui se passait dans la tête du roi Christophe. Vous voyez que dès le départ, on était mal parti. Parce qu'il y a encore une fois 2 saisons en Haïti, pas 4. Donc le modèle inconscient, vous voyez, c'est ce qui est dangereux. Le modèle inconscient, même alors même que l'on essaie de construire cette nation haïtienne, n'est-ce pas? Alors que même que tant de sang a coulé pour construire Haïti, le modèle inconscient demeure l'Europe. Et c'est pour ça que quelque part Haïti est toujours dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on a évacué les Blancs physiquement, mais mentalement, ils sont restés dans notre tête et dans notre cœur. Vous voyez? Et donc nous sommes toujours aliénés et nous sommes prêts à nous battre pour rester comme nous sommes. Il y a des gens qui vont me dire « Oh, Amamazama est radical, Amamazama est raciste, Amamazama n'aime pas les Blancs. » Je dis « Vous savez quoi? Je ne suis pas raciste, je suis anti-raciste. » Et c'est pour ça que je parle comme ça. Parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'un peuple impose ses normes, son expérience à un autre peuple, à moins que ce peuple-là accepte qu'il est inférieur. Et ça, je n'y consentirai jamais. Il est impossible d'imaginer que nous, les Africains, qui sommes le berceau de l'humanité, nous sommes les mères et les pères de l'humanité. Il n'y a eu personne d'autre avant nous. Nous avons passé 70% de notre existence, vous le savez probablement, en Afrique. Il y a 50, 60, 70 000 ans, toute l'humanité était africaine, était noire. Non seulement nous sommes l'Afrique est le berceau de l'humanité, et donc nous sommes les enfants de personne, nous n'avons de leçons à recevoir de personne, n'est-ce pas? Mais en plus, la peau noire est la norme. La peau noire est naturelle. Ne pas avoir de mélanine, c'est ça. Sœurs de Côte d'Ivoire, bonjour frères et sœurs africains. Je suis Taka Bouanegra, mais connu sous le nom Bouane Diaka sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram. Diaka, c'est la joie, l'allégresse, le bonheur. Et c'est ce que je veux véhiculer à vous, mes frères et sœurs de Côte d'Ivoire et du continent africain et des Noirs partout dans le monde. J'aimerais vous parler aujourd'hui de Congo Lissolo. Congo Lissolo, c'est un site fait par des Africains ou des Africains. Sur ce site, vous pouvez apprendre tout sur votre histoire, sur l'histoire de vos ancêtres, sur l'histoire de l'esclavage, sur les inventions des Noirs, sur notre culture de tous les pays qui composent le continent africain, la terre, le berceau de l'humanité. Congo Lissolo vous permet, si vous êtes inscrit dessus, d'avoir une section personnelle, votre espace sur lequel vous pouvez faire la publicité de ce que vous offrez. Vous pouvez faire des publications. Si vous découvrez des informations supplémentaires, vous pouvez les apporter pour que la communauté en bénéficie. Parce que savoir qui nous sommes nous rend plus forts. Le savoir est une arme. Tant que nous saurons qui nous sommes, nous saurons où nous allons. Alors je vous invite massivement à visiter le site www.congolissolo.net, Congo avec K. Et Congo Lissolo, ça veut dire causerie fraternelle. Nous sommes des frères. Peu importe les frontières qui ont été tracées, nous avons les mêmes ancêtres parce que nous venons de la même terre, cette terre qui est le berceau de l'humanité. Alors, rejoignez-moi sur Congo Lissolo parce que moi, Bouane Diaka, j'y ai mon espace et il y a une collaboration qui existe avec Congo Lissolo et c'est ce que nous devons faire pour être forts. Il faut que nous travaillions main dans la main. Il n'y aura pas de miracle. Tant que nous ne serons pas unis, tant que nous ne ferons pas des choses pour nous, nous ne serons pas forts. Alors je vous invite massivement à aller visiter ce site-là parce que moi, Bouane Diaka, j'y suis déjà et c'est avec plaisir que je vous invite à aller voir ça. N'oubliez pas, Congo Lissolo,